Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Only Finance, un podcast qui vous guide à travers l'univers fascinant des finances et de la littératie financière. Je m'appelle Caroline Charret, je suis conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Je suis propriétaire également de mon propre cabinet depuis plus de 3 ans et dans le domaine financier depuis plus de 11 ans. Chaque mois, en fait, le podcast, le but, c'est vraiment d'avoir un invité, un spécialiste ou un expert qui va être connexe, en fait, au domaine financier pour vraiment vous partager de l'information, améliorer vos connaissances. Fait que notre mission, c'est vraiment de rendre la finance accessible et compréhensible pour tous. Que vous soyez un professionnel aguerri, que vous soyez un entrepreneur en devenir ou juste quelqu'un qui voudrait parfaire ses connaissances là, du domaine financier, c'est un podcast que vous devriez fortement aimer. Puis pour visionner notre programme, en fait, vous pouvez simplement aller nous suivre sur nos différentes plateformes qu'on va mettre les liens justement là, dans le texte ci-dessous. On annonce toujours à l'avance le podcast qui va arriver ou le moment où ce qui est arrivé également. Fait qu'il y a toujours une pré-annonce plus une publication là, qui s'ensuit. Puis, j'en profite aussi également pour vous mentionner qu'actuellement, on n'a pas de commanditaire, malheureusement, par manque de temps de ma part d'en trouver. Donc, je vais faire une petite annonce ici que si jamais vous êtes intéressé à nous commanditer, à faire de la publicité dans notre podcast, puis en fait, communiquer avec moi, ça va vraiment nous aider à assumer les coûts de l'enregistrement qu'on a, puis de faire un bel échange là, avec vous pour vous accorder un petit peu de temps sur notre plateforme. Ceci étant dit, installez-vous confortablement. Je vous invite à prendre un café ou, vous installer la meilleure façon qui soit pour vous et d'écouter le prochain podcast qui suit. Donc, on débute en force aujourd'hui avec la saison 2024-2025 qui va porter sur l'insolvabilité. Fait que c'est sûr qu'en finance, on entend souvent parler plus des avantages, des liquidités, des opportunités offertes pour les placements rentables, des stratégies financières. C'est souvent dans les gains qu'on est et c'est la chose que les gens préfèrent, bien évidemment, parce qu'on parle de maximiser ses liquidités et tout. Mais on n'est pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prises avec d'importantes difficultés financières et on doit justement résoudre par différentes façons les crises de ce côté-là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite Stéphanie Leblond, conseillère en insolvabilité reconnue, qui va nous éclairer sur cet aspect qui est souvent moins discuté là, dans des podcasts ou quand on parle de sujets financiers. Donc, on va parler des défis de l'insolvabilité. C'est quoi les solutions qui sont disponibles pour surmonter ces obstacles-là? Puis l'importance, en fait, de comprendre la réalité pour une bonne gestion financière. Donc, c'est vraiment de vous offrir une perspective complète pour des stratégies de réussite, mais aussi des conseils pour faire face à des situations difficiles. Donc, restez avec nous. Sans plus tarder, on va accueillir Stéphanie Leblond pour notre première entrevue du mois de septembre. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Donc, bonjour Stéphanie, bienvenue au podcast Only Finance. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est un sujet qu'on n'est pas habitué de parler. En tout cas, de mon côté, on parle plus de liquidité, d'abondance financière, de stratégie financière. Puis j'aime toujours ça, avoir des petits sujets qu'on parle moins souvent, justement, en finance, de ce côté-là. Donc, avant de commencer, d'embarquer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais... Bien, moi, je te connais déjà, mais tu sais, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter? C'est qui Stéphanie? C'est quoi le parcours professionnel et tout ça que tu as? Bien sûr. Bonjour. Merci de me recevoir. Stéphanie Leblond. Je suis conseillère en insolvabilité chez Leblond et Associés. C'est notre entreprise familiale. Je suis la 3e génération à reprendre les rênes. Donc, mon grand-père a fondé l'entreprise en 1977 avec un associé. Puis mon père l'a reprise là, dans les années 90. Puis là, je suis la 3e génération à travailler avec eux. Ça fait 12 ans que je travaille dans l'entreprise. J'ai commencé
ma première journée au bureau, mon père m'a montré c'était quoi être un entrepreneur. Donc, on a fait du plafond suspendu ensemble. Mais peu à peu, là, je me suis mis à avoir des rôles là, plus stratégiques dans l'entreprise puis à apprendre vraiment là, à force de travailler pendant mes études. Puis, j'ai décidé d'étudier en administration pour devenir syndic aussi. Puis là, on en parlera un petit peu plus tard, là, mais je suis dans le processus de formation pour devenir syndic, donc je devrais l'être là, d'ici 2025 si tout va bien. OK, ouais, c'est ça, parce que là, tu es conseillère en insolvabilité, puis là, sinon, le titre, c'est syndic de... Syndic autorisé en insolvabilité qu'on dit maintenant. C'est ça. Parce que rapidement, là, la faillite, c'est pas la seule option quand on a des problèmes d'insolvabilité. On va en parler un petit peu tantôt. Mais c'est ça, donc le Bureau du surintendant des faillites, qui est l'organisme qui régit les syndics, a décidé de changer l'appellation là, pour illustrer mieux ça. OK, parfait. Puis là, dans le fond, c'est quoi un peu les études que tu dois faire? Un bac en administration? Oui, tu peux avoir un bac dans des disciplines comme l'administration, la comptabilité ou le droit. Il y a beaucoup de comptables et d'avocats qui deviennent syndics. Tu sais, des grands bureaux comme EY et des firmes vraiment axées sur la comptabilité comme ça ont des syndics pour le redressement à l'interne. Puis, tu suis le cours qui est donné par l'Association canadienne de l'insolvabilité. Puis, au terme de ça, là, tu passes un examen national, puis tu es reçu pour avoir une licence. OK. Puis, on en a parlé tantôt, j'imagine, mais en fait, c'est quoi la différence entre un conseiller en insolvabilité puis un syndic autorisé en insolvabilité? En fait, le syndic, c'est le seul qui va vraiment pouvoir donner le conseil financier. Donc, il va vraiment aligner la personne qui a des problèmes de surendettement vers une stratégie qui serait appropriée dans sa situation. Le conseiller peut le supporter le syndic dans l'administration du dossier, mais on va essayer qu'il donne pas... En fait, il peut pas donner de conseil parce que dans les dernières années, il y a eu vraiment une recrudescence de gens qui essayaient de donner des conseils financiers qui n'étaient pas réglementés. Puis, tu sais, les gens, quand ils se retrouvent avec des problèmes de dette, sont très vulnérables. Donc, ils essaient vraiment de changer ça. Là. OK, parfait, je comprends. Puis, en fait, là, ce serait quoi la distinction entre un syndic puis les autres professionnels comme les avocats, les conseillers financiers, ça, je peux en parler. Là, tu sais, nous, c'est sûr que quand on parle de planification financière, nécessairement, on va regarder le budget des clients, on va les conseiller sur le remboursement de leurs dettes, privilégier les dettes avec les taux d'intérêt plus élevés, des choses comme ça, ou je devrais, le budget à la base et tout, ou certaines décisions financières. Mais, c'est pas nous. Tu sais, rendu au point où ce qu'il faut porter action, ben là, dans le fond, nous, on va devoir les rediriger, tu sais, vers un spécialiste parce que on peut pas faire la même chose. En fait, les conseillers financiers, vous êtes réglementés aussi sur la façon et le genre de conseils que vous pouvez donner. Nous, c'est la même chose. Le syndic, c'est le seul professionnel qui peut prendre des ententes exécutoires avec les créanciers. Donc, moi, je peux pas rencontrer quelqu'un puis lui dire oui, tu devrais faire ça avec ton argent, je suis pas formée pour ça, puis j'ai pas les qualifications nécessaires. C'est sûr qu'on a beaucoup de connaissances au niveau de la finance personnelle et tout. On aiguille les gens, mais on va pas vraiment prendre action sur leur patrimoine ou des choses comme ça. Puis les avocats, souvent, moi, dans les dossiers, je représente autant les intérêts du débiteur, qui est mon client, en gros guillemets, même si c'est pas vraiment mon client, que de ses créanciers. Fait que le syndic, c'est vraiment comme... il est au centre, puis il représente les intérêts de tout le monde pour que les créanciers reçoivent le plus possible dans la situation. Un avocat, généralement, va représenter son client et les intérêts de son client. Fait que c'est vraiment là la différence. Là. Fait que ça arrive-tu que ça mêle un petit peu les clients parce que, justement, tu sais, ils font appel à vous pour les aider, puis on arrive en cours, puis on est comme neutre un petit peu, tu sais, arrive-tu que... Parce que je sais que tu vas en cours souvent, là, hier, non, en tout cas lundi, on est jeudi dans notre enregistrement, tu m'écrivais que tu étais en cours et tout. Tu sais, quand tu dois aller te rendre en cours, ça se passe comment? Oui, le syndic, en fait, là, le syndic, moi, j'ai un avocat qui va me représenter quand je dois aller au tribunal, qui va représenter les intérêts de l'actif et qui va représenter le débiteur aussi. Au moment où on rencontre le client, la première étape, c'est de lui expliquer le rôle du syndic, puis la réalité d'être dans une procédure d'insolvabilité. Fait que dès qu'il nous rencontre, il comprend vraiment que mon rôle, c'est pas de juste m'assurer que ses intérêts sont respectés. Mon rôle, c'est que ses créanciers, puis toutes les parties qui sont prenantes dans ce dossier-là,
c'est des parties qui sont protégées par la loi. Puis la loi est vraiment faite pour que les intérêts de tout le monde soient respectés puis que les gens y retrouvent le plus possible en gardant le processus le plus transparent possible. Fait que les gens, ils sont vraiment mis au courant de ça. Puis le syndic doit respecter un code de déontologie. Puis c'est super important. Là, puis le bureau du surintendant, là, il y a des mesures de surveillance pour s'assurer que tout est respecté. Là. Puis, ben merci. Puis, en fait, est-ce que ça t'a déjà arrivé? Là, je pose plein de questions. Là, ça se peut que je passe du coq à l'âne, mais est-ce que des fois, tu parles puis j'ai des questions que je garde en tête, faudrait quasiment que je m'y note. Est-ce que ça arrive que tu as affaire au conseiller financier aussi? Faut-tu que tu les appelles des fois pour régler? Parce que moi, j'ai jamais eu de client dans cette situation-là. Fait que c'est un peu nouveau. Je sais c'est quoi, mais le processus, comment ça fonctionne. Est-ce que ça pourrait arriver un jour que un professionnel, justement, qui est autorisé, m'appelle puis me dise, ben là, on a besoin d'informations parce qu'on est en train de faire une faillite. Travaillez-vous avec les conseillers financiers aussi? Oui, généralement, ça va dans le sens contraire. Un conseiller financier va nous appeler ou nous alerter parce que depuis quelques années, on voit de plus en plus de fraudes chez les aînés. Puis souvent, ça, c'est les conseillers financiers qui s'en rendent compte parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des décaissements ou qu'il y a des demandes de retrait qui sont irrégulières là, pour le profil de la personne. Alors là, si la personne s'est rendue qu'elle a des dettes, généralement, ils vont lui recommander de nous consulter. Okay. C'est généralement le débiteur qui nous consulte. Et souvent, on a un appel en amont avec la personne ou le professionnel qui nous le réfère pour qu'il nous explique un petit peu le cas parce que des fois, c'est des concepts qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre puis ils veulent s'assurer qu'on ait bien toutes les informations dans le dossier. Mais on travaille de concert aussi. Si je rencontre quelqu'un puis que les solutions prévues dans la loi, c'est pas celle qui s'appliquera à son cas, je peux le référer, lui dire qui peut refinancer sa maison ou des choses comme ça, tu sais. Fait que moi, c'est pas parce que je rencontre quelqu'un que obligatoirement, il va faire faillite ou une proposition. Là, on essaie de les référer à d'autres professionnels là, le autant plus que possible. Ouais, exact. OK. Bien, c'est ça, tu me fais penser, on parlait de fraude et tout. C'est vraiment récent, là, mais au niveau, justement, parce que nous, on est réglementé par l'AMF, mais on a toutes sortes de réglementations. Tu sais, l'assurance, c'est une chose, le placement, c'est une chose, l'assurance collective, la planification financière ont tout un peu leur propre réglementation à travers la réglementation élargie, on va dire ça comme ça. Puis récemment, pour ce qui est des fonds mutuels, dans le fond, on a eu, je crois que c'est l'année passée, là, ça va tellement vite là, que, mais il me semble que c'est l'année passée. C'est un nouveau formulaire qui s'appelle PRC, donc je l'appelle toujours PRC, c'est Personnes ressources de confiance. Moi, c'est sûr que j'ai moins de clients qui le complètent. Je suis obligée de leur offrir, là, en fait. Puis justement, ce qu'on m'avait expliqué, en fait, nous, c'est Quadrus là, qui s'occupe de notre partie de fonds mutuels. Là. Fait que dans le fond, ils ont communiqué avec nous pour dire ben là, maintenant, vous devez faire signer cette entente-là à vos clients parce que justement, si à un moment donné, vous voyez qu'il fait des retraits anormaux, qui semblent confus, toutes sortes de choses anormales qui pourraient arriver, que tu connais ton client depuis longtemps puis que tu sais que c'est pas normal, justement, qu'il fasse ça, ben là, dans son PRC, il pourrait avoir nommé une personne de confiance que tu peux communiquer justement pour dire, ben là, mettons que c'est sa sœur, tu sais, est-ce que ton frère, il est correct ces temps-ci? Y a-tu des problèmes de santé, etc.? Puis là, ben à ce moment-là, peut-être que là, ça pourrait passer par la sœur en question puis qu'elle, elle communique, tu sais, pour dire de vérifier le tout. Là. Fait que, ça fait du sens aussi là, avec notre discussion préparatoire là, qu'on avait eue. Là. On pourrait parler justement de l'insolvabilité. C'est quoi les solutions envisageables? Je crois que c'est différent pour les particuliers pour les entreprises. Donc, c'est quoi les solutions qui s'offrent là, quand on est rendu à ce point-là? Oui. En fait, les solutions diffèrent que ce soit un particulier ou une entreprise. Au sens de la loi, une entreprise, c'est une personne morale. Fait qu'il y a quand même un sens conducteur, puis les solutions vont se ressembler un petit peu. Mais pour les particuliers, il y a principalement deux solutions. Donc, il y a la faillite, puis il y a l'alternative à la faillite qui est la proposition de consommateur. Okay. La proposition de consommateur, généralement, ça permet de conserver son adhésion à certains autres professionnels comme les conseillers financiers. Puis, au sens de la loi, je vais recommencer. Au sens de la loi, un failli ne peut pas administrer une compagnie. Donc, si la personne est entrepreneur ou est à la tête d'une entreprise, on va éviter la faillite parce que, justement, il ne pourra pas être...
Mais mettons, là, je te coupe, là, mais ça me fait penser, on voit beaucoup d'entreprises déclarer faillite, après se partir une nouvelle entreprise. Je ne sais pas si ça se fait encore ou s'il y a eu des mesures qui se sont créées depuis. Je pense que j'avais entendu quelque chose là, par rapport à ça. Mais si on fait faillite, dans le fond, c'est parce qu'ils n'utilisent pas le même nom que ça les avantage à ce moment-là? Oui. Bien, en fait, la faillite d'une entreprise, la compagnie cesse d'exister une fois qu'elle est faillie. Là. Comme ça, donc, mais le processus est censé être transparent. Donc, si la compagnie se repart, probablement que la personne a gardé, je veux dire, l'expertise qu'elle a va lui rester, même si sa compagnie a fait faillite. Puis, tu sais, si le syndic de la compagnie qui a fait faillite a jugé que l'offre qui a été faite pour l'équipement de l'entreprise, les actifs ou peu importe, c'était la meilleure offre dans le contexte. Puis, un syndic, quand ça liquide des actifs, ça passe par tout un processus. C'est un processus d'appel d'offres. Il y a des inspecteurs qui supervisent ce processus-là. Donc, si la compagnie s'est repartie... généralement, là, dans la plupart des cas, c'est parce que les actifs qu'ils ont achetés, c'était à la valeur qui était la meilleure puis la plus avantageuse pour les créanciers. Là. C'est un peu un mythe de dire les faillites payantes, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a des mesures au surintendant, puis les dossiers sont très surveillés. Là. OK. Mais pour un particulier, c'est sûr qu'il utilise toujours son même nom. Oui, exact. Puis... Oui, un particulier qui fait faillite, en fait, là, il faut qu'il soit libéré de sa faillite. Donc, exemple, moi, le processus, je rencontre quelqu'un, on fait le tour ensemble de sa situation financière, puis là, on va le diriger vers certaines options, lui expliquant les conséquences de chacune pour qu'il soit en mesure de prendre une décision qui est éclairée, là, puis de bien choisir selon sa réalité. Mais une personne qui est en faillite va rester en faillite pendant un nombre de temps. C'est toujours le même nombre de temps? Parce que souvent, on entend dire 7 ans ou... Oui, en fait, le temps va dépendre de ses revenus puis de sa situation financière. C'est une grille qui est prévue par le Bureau du surintendant des faillites qui chapeaute l'insolvabilité au Canada. Puis, plus tu gagnes d'argent, plus tu vas payer pendant longtemps, puis un montant de revenu excédentaire qui s'appelle. Donc, le revenu excédentaire, c'est ce qui est au-dessus du seuil qui est prévu. Puis, le seuil va être déterminé en fonction des personnes à charge, des dépenses discrétionnaires, tu sais, s'il y a des dépenses de pension alimentaire ou des choses comme ça. Pour la faillite. Exact. Fait que là, on va évaluer là, le montant qui sera à payer. Un débiteur qui fait faillite pour la première fois, qui n'a pas de revenu excédentaire, il va être en faillite pendant 9 mois. Donc, au terme des 9 mois, s'il a respecté toutes les obligations, entre autres, les obligations, là, c'est de collaborer avec le syndic, se soumettre à 2 phases de consultation parce qu'il y a un caractère qui est très réhabilitatif dans la loi. Donc, les consultations qu'on fait avec eux, c'est établir un budget, rétablir son crédit, puis plein de choses comme ça, se fixer des objectifs financiers. Parce que la loi veut permettre à un débiteur qui est honnête mais malchanceux de reprendre le dessus. Fait qu'admettons, une femme à la maison qui a presque pas de revenus, mais qui dépense vraiment, vraiment beaucoup, qui est surendettée. Là, je donne un exemple fictif. Là, elle est surendettée par-dessus la tête, elle est vraiment partie en part avec ses cartes de crédit puis tout. Puis là, la seule solution, mettons que c'est la faillite, ben elle, ça pourrait se régler en 9 mois quasiment. Oui, exact. Mais au terme des 9 mois, elle va être libérée des dettes, sauf certaines catégories de dettes, là, notamment là, les dettes de pension alimentaire, les dettes qui résultent de la fraude ou de la fausse représentation, les dettes de prêts étudiants dans certains cas, selon le laps de temps que les études ont terminé. Donc, ces dettes-là sont... Puis d'autres dettes aussi, là, mais généralement, ces dettes-là sont pas libérables. Alors, tu sais, quelqu'un qui a un jugement contre lui... ne pourra pas être libéré de cette dette-là. Fait que la faillite, c'est pas nécessairement la solution facile à toutes les dettes. Puis, le syndic a un devoir de surveillance dans le sens où si la personne, le mois avant de faire sa faillite, a loadé toutes ses cartes de crédit, elle a pris d'autres cartes de crédit, le syndic va le voir en prenant connaissance des relevés. Puis généralement, les créanciers aussi vont le dénoncer au syndic. Fait qu'ils vont dire le profil du consommateur, ses dépenses s'éloignaient vraiment de ce qu'il faisait généralement. Puis là, le bureau du surintendant pourra l'interroger, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent, qu'est-ce qu'il a acheté, pour quelles raisons. Puis, il va y avoir une surveillance à ce niveau-là. OK. Parce que, tu sais, un autre exemple, ben, c'est sûr qu'on a de plus en plus d'informations sur la finance et tout, mais il y a beaucoup de cas, mettons, des enfants qui partent de la maison, on n'a jamais vraiment eu on va dire, d'informations financières de la part des parents. Ils n'ont pas nécessairement non plus étudié après dans un milieu financier. Puis là, ils reçoivent une carte de crédit puis ils pensent que
c'est fait, tu sais, pour dépenser. Tu sais, on a vraiment qu'on part de la base, puis qu'ils ne comprennent pas le principe d'une carte de crédit. Et là, ça pourrait arriver qu'ils loadent au complet puis que finalement, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Là. Fait que là, tu sais, ça serait sûrement contextuel par rapport à ce que la personne va dire, son historique aussi, son expérience et tout ça, là, j'imagine, pour la détermination de tout. Puis est-ce que, bien, sûrement que vous en voyez, là, puis là, je suis encore dans la fête, on n'a pas parlé de la proposition, mais on va y venir. Mais parce que, tu sais, tout le monde essaye de faire un petit peu de magouille tout le temps, là, parce que là, ça me soulève plein de questionnements en même temps. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un qui a vraiment réduit, justement, ses revenus, par exemple, d'une quelconque façon pour être moins pénalisé sur la faillite. Ça, est-ce que ça se peut? Comment c'est fait le système de la faillite? C'est que il va avoir la déclaration de revenus va être séparée en deux pour l'année de la faillite. Donc, le syndic va faire une déclaration de revenus du 1er janvier jusqu'à la date de la faillite, puis une déclaration du jour après la faillite jusqu'au 31 décembre. Donc, il va pouvoir évaluer les revenus. Okay. Tu sais, on demande on demande des pièces justificatives dans les dossiers, on demande un talon de paie récent, les relevés bancaires si on a un doute. Les états financiers, c'est un entreprise, les états financiers de la compagnie. Parce que tu pourrais décider de te verser moins de revenus. Oui, exact, les états financiers de la compagnie. Fait que le syndic a vraiment un pouvoir de surveillance, puis la loi prévoit que le débiteur doit fournir les documents. Fait qu'on peut quand même avoir une bonne idée là, des revenus. OK. Fait que c'est quand même difficile là, de magouiller pour mieux se sortir de sa faillite. Puis, dans le fond, les faillites, j'imagine qu'on essaie le moins possible, justement, là, d'aller vers là, parce que c'est plus pénalisant, au niveau de l'emprunt, des choses comme ça. Là, il y a beaucoup de choses qui pénalisent la personne là, qui a une déclaration de faillite là, quand même, autre que, si mettons, c'est un conseiller financier ou quoi que ce soit. Donc là, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est de les diriger plus vers la proposition du consommateur. Fait que là, ça fonctionne comment, cette... La faillite, en fait, c'est une cession de biens. Donc, tous les biens qui appartiennent au débiteur et aussi les biens qui vont lui appartenir jusqu'à ce qu'ils soient libérés, ils appartiennent à l'actif, puis le syndic va essayer de les réaliser en ayant le plus d'argent possible pour la masse des créanciers. Donc, la faillite, c'est ça, c'est une cession de biens. La proposition de consommateur, le débiteur va conserver ses biens, puis c'est un arrangement avec les créanciers. Donc, tu proposes... en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on calcule le scénario de la faillite. S'il y a du revenu excédentaire, combien qui paierait et tout. Puis, on va offrir aux créanciers plus que ce qui pourrait s'attendre si la personne déclarait faillite. Puis, eux vont voter sur cet arrangement-là. OK. Il est possible de faire une proposition de consommateur pour les particuliers qui ont 250 000 $ de dette et moins, excluant l'hypothèque sur la résidence. OK, fait qu'il y a un montant. Il y a un seuil. Okay. Puis, la proposition de consommateur, si la majorité des créanciers votent en faveur de l'acceptation, va être acceptée. J'ai une question. Oui. Oui, excuse-moi. Mais là, on parle de 250 000 de passifs, mettons, mais là, la maison rentre là-dedans aussi. La maison rentre pas là-dedans. OK, c'est bon. Fait que ça prend beaucoup de dettes, là. Quand même pour... OK, c'est beau. Mais tu sais, parfois, il y a des dettes d'impôts, des choses comme ça. Là. Fait que c'est 250 000. Puis, au-dessus de 250 000 de dettes, c'est aussi possible de faire une proposition, mais les conditions vont être un petit peu différentes. Okay. Donc, pour la proposition de consommateur, si elle est acceptée par la majorité requise de créanciers, le débiteur va faire un paiement au syndic qu'on peut étaler sur 5 ans. C'est vous qui êtes payé, puis c'est vous qui administrez l'argent. Oui, exact. Nous, on met l'argent dans un compte en fiducie, puis après ça, on le distribue aux créanciers au prorata de leurs créances. Puis, ça fait en sorte que le débiteur peut regrouper ses dettes dans sa proposition de consommateur. Puis, il peut aussi payer par anticipation. Donc, si il y a un héritage ou il y a une entrée d'argent quelconque, il pourra faire le paiement complet de sa proposition au syndic. Puis, comme ça, la proposition, elle reste dans le dossier de crédit 3 ans après la fin, après qu'elle soit payée intégralement. Donc, si dans l'année suivant la proposition, il reçoit un héritage qui va pouvoir couvrir la totalité de ses dettes, il verse au syndic. OK. Puis, il va être libéré 3 ans une fois que ça va être terminé de payer. C'est-tu toujours 3 ans?
3 ans après la date de fin des paiements. Puis OK. la faillite va rester dans le dossier de crédit 7 ans. OK, c'est ça le 7 Ouais. ans là, qu'on entend. Ben, c'est 6 ans après la libération, ouais, OK. en fait. Puis généralement, c'est 9 Tu fais mois. Fait ta 6e année au complet, fait qu'on dit Exact. 7 ans à ce moment-là parce que tu es vraiment libéré après 7 ans. Mhm. OK. Puis, j'avais une petite question aussi que j'ai oubliée, mais c'est pas grave. Oui. Puis, Oui. si je peux compléter, la proposition au-dessus de 250 000 de dette, c'est une proposition de la partie 1 ou une proposition concordataire qu'on appelle. Puis, la principale différence, c'est que si jamais elle est refusée par les créanciers, il y a une faillite qui est automatique. Donc, OK, la c'est personne ou l'entreprise va tomber directement en faillite. Mais les créanciers peuvent en avoir qui refusent puis d'autres qui acceptent. Exact. Fait qu'est-ce que c'est la majorité qui l'emporte? C'est la majorité OK. pour une proposition de consommateur. C'est une majorité simple, donc de 50 en... Et plus... Oui, exact, en valeur. Puis, pour une proposition concordataire, ça prend 2 tiers en valeur, donc 2 tiers en valeur, puis la majorité en nombre. Donc, si j'ai un gros... Concordataire. Concordataire, oui. Concordataire, Ouais. OK. Ça, c'est une autre chose, dans le fond. Oui, c'est quand OK. il y a plus que 250 000 OK, ça, c'est le 250 000, de c'est concordataire, je ouais. l'aurais pas, mais c'est pas grave. Puis l'autre, c'est proposition de consommateur. Exact. Consommateur. OK, Ouais. c'est bon. Puis autant l'entreprise que l'individu peut faire une proposition du consommateur aussi. L'entreprise ne pourra pas faire de proposition OK. de consommateur. Mais en fait, là, il y a des discussions pour justement changer un petit peu ça. OK. Parce que la loi est réformée une fois de temps en temps. Puis là, on entend parler que ce serait bientôt possible de faire l'équivalent d'une proposition de consommateur pour les micro, petites et moyennes OK. entreprises. Sinon, c'était la faillite. Sinon, c'est la faillite ou la proposition concordataire, mais OK. c'est des solutions qui sont quand même dispendieuses. Fait que, tu sais, pour des plus petites entreprises, ce serait vraiment là, un beau véhicule. Fait qu'ils s'adaptent. Ben, parce qu'il y a de plus en plus de PME aussi. Là. Je Exact. pense qu'avant, c'était plus des grosses entreprises, mais là, maintenant, il y a vraiment, vraiment beaucoup de PME. Tu sais, juste un travailleur autonome qui est incorporé, ben c'est une PME, là, tu sais, en soi, parce que... Oui, exact. Puis aussi, faire une faillite, tu sais, la faillite d'une micro et petite et moyenne entreprise, ça a quand même des impacts sur l'entrepreneur, sur le propriétaire de l'entreprise. Fait qu'en faisant une proposition, ce serait possible de justement là, régler ça sans nécessairement qu'il y ait un très gros impact sur l'entrepreneur ou au moins limiter ça. Parce que, tu sais, les causes de l'insolvabilité, il y en a plusieurs, mais on voit certains entrepreneurs que ce qui cause leur faillite ou leur problème d'argent, c'est une mésaventure commerciale, c'est une réclamation, tu sais, une réclamation de taxes ou des choses comme ça, tu sais. Puis, tu sais, les entrepreneurs, ça a vraiment une grosse incidence sur leur patrimoine là, quand leur entreprise doit faire faillite. Là. OK, c'est ça. Puis en faillite, ben en fait, les créanciers, normalement, s'ils acceptent la proposition du consommateur sont pas mal certains d'être payés, dans le fond, parce qu'il y a une entente qui se prend. Quand on déclare faillite, c'est pas sûr que tous les créanciers vont être payés. Dans le fond, il y a un ordre d'importance, si je peux dire ça exact. comme ça. Là. Il y a des catégories de créanciers. Il y a un ordre de priorité. Donc, les créanciers qui ont une sûreté sur leur dette, donc on les appelle les créanciers garantis. Fait que ceux qui financent la voiture, la maison, ces choses-là. Ceux qui ont des hypothèques. Ces créanciers-là... leur créancier garanti, donc une fois que le bien va être liquidé, ils vont récupérer comme la partie qui leur revient. Sinon, il y a certains créanciers qui sont privilégiés. OK. Puis, il y a des créanciers qui sont non garantis, donc tu sais, les fournisseurs ou les émetteurs de cartes de crédit ou ces choses-là. Puis, eux vont se séparer ce qui reste Ensemble. au prorata de leurs créances. Tu sais, donc, fait que des fois, il reste rien. Des fois, il reste rien. Fait que, mettons, quelqu'un qui me doit de l'argent, même si j'ai une lettre de signer, tout ça, de reconnaissance de dette qui a été faite devant avocat, par exemple, ça se peut que ça soit pas reconnu. Là. Parce que ça m'est déjà arrivé dans une ancienne vie, une situation comme ça, puis il me semble que l'avocate, elle m'avait dit que si la personne faisait faillite, tu sais, dans le fond, j'aurais pas l'argent. Là. Ben, en fait, la reconnaissance de dette va aider à prouver la créance. Donc, si vous êtes un fournisseur ou une entreprise, puis vous recevez un avis de faillite d'un particulier ou d'une autre entreprise, en fait, on va vous demander de prouver votre réclamation. Puis, justement, une reconnaissance de dette qui est signée par un avocat, ben ça, c'est une pièce qui justifie cette réclamation-là. Donc, vous allez être accepté dans la masse des créanciers, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir un dividende ou prendre part à la distribution s'il ne reste rien. C'est ça. Parce que s'il n'y a rien, il n'y a rien. Fait que... c'est pas mal ça. OK. Ben, il y a peut-être d'autres questions que je vais avoir
en cours, mais sinon, si on parle, là, c'est quoi les étapes clés? Mettons, mettons, là, moi, je suis une cliente, puis là, j'arrive dans le bureau. Tu sais, c'est quoi les étapes du processus? Comment ça se passe, tu sais, de la première rencontre jusqu'à la fin? Peux-tu nous en parler un petit peu? La première étape, c'est une rencontre exploratoire avec le syndic. Dans la plupart des bureaux, chez nous, c'est le cas, en fait. Là, c'est toujours sans frais, sans obligation. OK. Donc, tu sais, puis l'erreur que les gens font souvent, c'est de pas appeler assez tôt. Donc, ils vont attendre d'avoir vraiment des problèmes. Ils vont attendre que leur compte de banque soit saisi. Ils vont attendre qu'il y ait des problèmes de couple dans la famille qui découlent de ça. Mais ils arrivent toujours en crise pas mal, normalement, quand ils sont rendus là. En fait, ils sont dans une situation de détresse parce qu'ils n'ont aucune solution. Puis souvent, c'est l'arbre qui leur cache la forêt. Donc, tu sais, je veux dire, vous pouvez aller sur notre site Internet ou sur notre page Facebook ou appeler ou n'importe quoi. Puis, on va céduler une rencontre rapidement. Puis, la première étape, ça va être de faire avec vous le portrait de votre situation financière. Une fois que ça c'est fait, là, on va vous référer à des solutions. On commence toujours par essayer de mettre en lumière qu'est-ce qui est possible, bien comprendre la réalité aussi de la personne, son emploi, sa carrière, tu sais, c'est quoi les incidences d'une faillite, c'est quoi les incidences d'une proposition. Puis une fois que la personne aura choisi l'option qui lui convient le mieux, parce que le choix lui revient là, au final, on va monter le dossier. Ça prend à peu près 45 minutes. Donc là, on fait la liste des créanciers, on fait la liste des actifs, puis on envoie les avis assez rapidement. Puis dès que le dossier est déposé, les procédures de recouvrement des créanciers vont cesser. Fait qu'il y a un article dans la loi là, qui est la suspension des procédures. Donc, les créanciers vont cesser de les appeler, ils vont pouvoir les référer à nous. Ça, là, ça enlève généralement un gros stress là, dans la vie des gens. Parce là, de plus avoir... doivent avoir... rendu là, quand ils sont rendus là, ça doit être un huissier, souvent. Oui, il y a des huissiers, des agences de recouvrement. Des fois, la banque aussi, ils ont des divisions pour les comptes spéciaux. Fait que ça va vraiment cesser. Fait que ça soulage beaucoup les gens. Puis, une fois que le dossier il est signé et tout, le syndic, lui, à l'interne, il va donner de l'information aux créanciers qui appellent. Il va rencontrer... Après environ 3 semaines, là, on va se rencontrer pour une première consultation que, une fois que la poussière va être retombée, on va faire le tour des causes de l'insolvabilité. Est-ce que c'était la maladie, le surendettement? Les causes, là, on voit... tu sais, les gens, des fois, ils demandent « qu'est-ce que tu vois le plus comme cause? » Mais on voit vraiment de tout. Puis l'insolvabilité, ça touche tout le monde de façon vraiment égale. Tu sais, ça peut être un enfant qui tombe malade, puis les parents doivent arrêter de travailler. Il n'y a pas d'assurance contre les maladies graves. Exact. Fait que... mais non, mais je ris parce que, tu sais, moi, j'ai un défaut professionnel. Je pense tout le temps. Tu sais, quand quelqu'un me dit quelque chose ou quoi que ce soit, je suis tout le temps comme... C'est justement, ça peut souvent arriver. Oui, puis, exact. Tu sais, les gens, tu sais, avec... Je veux dire, on est dans une période économique qui est un petit peu particulière, puis les gens, ils n'ont pas beaucoup de liquidité. Exact. Ou ils n'ont pas nécessairement de fonds d'urgence. Fait que, si c'est un petit peu plus serré, des fois, ça vaut la peine de payer un petit montant par mois pour avoir une assurance, justement, pour les maladies graves, une assurance salaire ou des choses comme ça, qui fait que le pourvoyeur de la famille, s'il arrive quelque chose, ben... C'est ça, parce que souvent, quand j'ai des rencontres avec mes clients, tu sais, c'est sûr que si c'est un décès, ben là, on ne parlera pas de décès parce que toi, ça ne te touchera pas en termes de faillite ou quoi que ce soit. En fait, on fait des faillites de succession des fois. Ah oui? Ouais. OK, on va en parler ça après. Mais bref, dans mon travail, tu sais, quand on vient parler des enfants, par exemple, tu sais, c'est pas un sujet que j'adore parler avec mes clients parce que j'ai toujours peur que ça fasse comme si je les prends par les sentiments, mais c'est parce que c'est une situation vraiment réelle que j'ai même vécu dans ma clientèle, mais assurer ses enfants en cas de décès ou maladie grave, justement, ça permet de donner de la liquidité aux parents si jamais il arrive quoi que ce soit. Tu sais, par exemple, tu as une business, puis là, ton enfant décède, worst case scénario qui peut arriver, bien, c'est sûr que ta business va être affectée par le décès de ton enfant puis que tu ne pourras pas être apte au travail. Ce qui est 100% normal. Exactement, aussi, c'est ça. Même chose pour l'assurance maladie grave. Ben là, si tu assures ton enfant, je sais, tu mets un montant, là, on évalue un montant et tout, ben ça peut te permettre de faire un congé sans solde. Tu as toujours des congés que tu peux prendre au début avec ton employeur, mais ou dans ta business, tu es toi-même ton employeur, sauf que ça reste que l'argent, ben il faut que tu en ailles pour, tu sais, la vie, elle continue malgré tout, même s'il arrive quelque chose. Fait que, tu sais, ça peut être des beaux moyens de mettre en place, même si c'est plate de payer de l'assurance, là, tu sais.
tout le monde trouve ça. Il y a personne qui me dit qu'il est excité d'avoir acheté une assurance maladie grave. Là. Puis, des fois, tu peux avoir un retour de prime à 100%. Fait que ça fait comme de l'épargne forcée en même temps. Puis, je dis toujours aux parents, mettons que tu as une assurance salaire, là. Mais tu sais, c'est pas ton enfant qui est invalide pour justement réclamer. Fait qu'il faut vraiment que tu sois en invalidité pour réclamer ton assurance salaire. Fait que tu sais, ça, c'est des mécanismes aussi qui peuvent être mis de l'avant, mais tu sais, les gens sont mal informés. Des fois, ils savent pas comment ça fonctionne et tout. Fait que j'ai fait un petit aparté, là, mais tu sais, ça m'a comme popé parce que je me suis dit, ben, si l'enfant est malade, ça prend une assurance maladie grave. Ouais. Ça arrive plus qu'on pense. Puis c'est que ça arrive jamais. Tu sais, on pense toujours que ça arrive aux autres, mais en fait, ça arrive peut vraiment à toucher tout le monde. Fait que, tu sais, ça, on en voit quand même beaucoup. Puis, dans le cadre du dossier, justement, la deuxième consultation, c'est pour le rétablissement du crédit. C'est de se fixer des objectifs financiers. Fait que ça peut être des concepts qui sont abordés. Tu sais, si la personne est tombée malade, maintenant, la santé, ça va mieux, bien, on peut lui recommander, justement, de prendre une assurance de maladie ou des choses comme ça. C'est sûr que s'il y a une maladie, après ça va être plus dispendieux. C'est ça. Mais, tu sais, on essaie d'informer les gens, justement, pour qu'ils se retrouvent pas dans la même situation dans le futur. Puis ensuite, si une faillite comme une proposition, ben là, la personne va faire les paiements au syndic là, une fois par mois. Ou, tu sais, des fois, il y a des gens qui préfèrent le faire à la quinzaine parce que c'est avec leur paye. Fait que le syndic va recevoir les paiements puis administrer ces paiements-là. Puis, une fois que le temps est écoulé pour la faillite, puis si la personne a respecté toutes les obligations prévues dans la loi, le syndic va présenter une demande de libération ou, dans certains cas, la personne va être libérée comme automatiquement. Puis, éventuellement, le syndic va distribuer l'argent aux créanciers. OK. Puis, c'est quoi les impacts? Je pense qu'on a skippé ce petit bout-là là, dans nos discussions, là, mais les impacts du après. Y en a-tu une fois que tu es libéré de tout? Parce que moi, souvent, dans des documents que j'ai, on me demande de poser la question s'ils ont déjà fait une faillite. J'en ai jamais eu de clients qui ont fait de faillite. Fait que, dans le fond, c'est une expérience là, que j'ai pas vécue encore, mais ça serait quoi les conséquences, dans le fond, qu'il pourrait y avoir là, après ou pendant, où il serait limité? Là. Je sais que tu peux pas avoir de carte de crédit ou des choses comme ça pendant un moment. En fait, tant et aussi longtemps que c'est écrit dans le dossier de crédit, c'est sûr que les conditions d'emprunt vont être un petit peu différentes. Nous, généralement, ce qu'on recommande, parce que, tu sais, comment ça fonctionne, c'est qu'un refus dans le dossier de crédit va entraîner un autre refus. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est quand vous avez besoin d'emprunter, généralement, il n'y a pas de problème. Généralement, ça va bien, mais c'est important de demander au prêteur les conditions. Dire, ben j'ai fait une proposition ou j'ai fait faillite dans le passé, mettons l'année dernière. Quelles conditions je dois remplir pour être certain que ce soit accepté? L'institution ou le prêteur va vous le fournir. Puis, si vous êtes certain de respecter ces conditions-là, ben il n'y aura pas de problème, vous pouvez emprunter, puis ça va être assez simple. Généralement, le créancier va nous appeler. Comment ça a été le dossier? Est-ce qu'il a bien collaboré? Est-ce qu'il y a eu des paiements qui n'étaient pas faits? Tu sais, des choses comme ça. Nous, on répond toujours, dans 99% des cas, il n'y a pas de problème. Puis si vous n'êtes pas certain ou si vous ne répondez pas à toutes les conditions, bien, vous pouvez attendre un petit peu, puis une fois que vous répondrez aux conditions, vous ferez la demande, puis là, il n'y en aura pas de problème. Là. Sinon, il y a des cartes de crédit qui sont sécurisées. Donc, admettons une carte de 500 $, vous donnez 500 $, puis vous allez avoir une carte de crédit, puis éventuellement, ça va rebâtir votre crédit, là, mais il va y avoir ce montant-là qui est comme sécurisé pour obtenir la carte. OK. Fait que quand même, ta vie n'est pas finie financièrement. Non, exact. Il y a quand même des moyens, là, justement, mais c'est juste que ça va être plus long, plus difficile, plus de processus aussi là, pour la période de temps donnée, justement. Oui, mais tu sais, plus il va y avoir de bonnes expériences de crédit dans votre dossier, plus ça va être facile. Donc, si, exemple, une proposition de consommateur, vous conservez le paiement de la voiture, puis ils sont toujours faits à temps, bien ça rebâtit votre historique aussi quand même rapidement. OK. Puis, en tant que, justement, dans le milieu, c'est quoi les défis que vous rencontrez le plus souvent? Puis, c'est quoi les... c'est ça. Mais il y a beaucoup de mythes puis de désinformations. Puis, je veux dire, les conseillers financiers, vous vivez ça aussi, là, tu sais. L'information est tellement abondante que c'est facile de consulter de l'information qui est erronée ou qui ne s'applique pas au cas des gens. Fait que des fois, on rencontre les gens qui... Tu sais, puis ils sont quand même informés, mais il y a quand même des petites lacunes. Fait que ça, c'est un petit peu... tu sais, je veux dire, c'est toujours un enjeu de s'assurer qu'il comprend bien ce qu'on leur dit puis qu'il
partent bien informés ou mieux informés que quand ils nous ont rencontrés. Sinon, les gens, ils tendent à nous consulter quand même tard. Fait que ça limite les options qui s'offrent à eux. Aussi, c'est une industrie qui est quand même très réglementée, comme la finance aussi, là, encore une fois. Puis, tu sais, je pense que c'est une bonne chose en soi, mais au niveau des pratiques d'affaires, tu sais, maintenant, tu sais, on parle d'innovation, on parle de choses comme ça, mais je pense que dans la réalité de nos industries, c'est un petit peu difficile de trouver une façon d'innover. C'est un petit peu difficile de s'adapter aux pratiques, tu sais, à l'intelligence d'affaires ou ces choses comme ça, l'intelligence artificielle. Fait que ça, je pense que c'est une considération que dans le futur, notre génération va avoir à adresser. Puis aussi, l'insolvabilité, c'est quand même, ça attire la curiosité. Donc, on a des dossiers parfois qui sont très médiatisés. Puis les gens, tu sais, ils essayent de savoir ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment important de respecter le code de déontologie puis d'assurer la confidentialité des débiteurs parce que c'est leur droit selon la loi. Y a-t-il des journalistes qui vous appellent des fois? On a des journalistes qui nous appellent parfois. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont publiques là, par les dossiers de cours, mais tu sais, généralement, tu sais, si le syndic... T'sais, si le journaliste m'appelle puis me dit « Ah, j'ai entendu que telle personne faisait faillite », je lui donnerai pas l'information pour protéger justement la confidentialité du débiteur. Puis aussi, tu sais, on a beaucoup... tu sais, les gens, ils essaient souvent de faire des deals avec nous. Tu sais, comme « Ah, si t'as telle affaire, appelle-moi. » Mais tu sais, la réalité, c'est que le syndic, il faut qu'il assure un processus de liquidation qui est transparent. Donc, même si mon amie Caroline elle me dit « Je vais t'acheter tes autos », tu sais, c'est important d'avoir des mécanismes à l'interne. C'est important que les employés soient formés aussi pour que tout ce qu'on fait dans les dossiers, ce soit transparent, on puisse le documenter, puis qu'au final, ça l'avantage la masse des créanciers. OK, ouais, c'est ça. Et il y a toutes sortes d'affaires que tu penses pas nécessairement. J'étais comme, mon Dieu, dehors des journalistes des fois, tu sais, parce que justement, tu sais, eux autres, ils veulent avoir de l'information, on va être le premier à avoir le scoop et tout. Fait que, ouais, c'est toute une navigation. Puis, dans le fond, ça serait quoi les conseils... sais, justement, là, que tu pourrais donner à soit les personnes ou les entreprises qui envisagent la faillite, puis aussi à quel moment consulter, mais tu veux pas en même temps, à chaque fois que quelqu'un, il y a un mois qui n'a pas payé sa carte, nécessairement, tu t'appelles, mais c'est quoi le sweet spot, là, si je peux dire ça comme ça? Mais dès qu'on sent qu'il y a un problème, tu sais, généralement, un bon indicateur, c'est si les dépenses de la vie quotidienne commencent à être assumées par le crédit. Tu sais, exemple, que chaque semaine, il reste plus d'argent de la paie, puis il faut payer l'épicerie avec la carte de crédit, puis que la semaine d'après, on n'a pas pu la payer, la carte de crédit, ou que le compte n'a pas été payé au complet. Tu sais, ça, généralement, là, quand on n'est plus capable de faire face à nos obligations financières sans utiliser le crédit, c'est un bon indicateur. Sinon, des fois, les gens, ils pensent, beaucoup d'entrepreneurs, ils font leur déclaration d'impôt puis ils en doivent plus qu'ils pensaient. Et puis les acomptes provisionnels n'ont pas été faits. Les gens ont tendance à croire à tort que les dettes d'impôt ne sont pas libérables, mais c'est des dettes qui sont libérables dans le cadre d'une proposition ou d'une faillite. C'est vrai, je pense que j'ai déjà entendu ça. Oui, mais non, on peut les inclure. Mais si vous avez une mauvaise surprise, vous recevez un compte qui est plus élevé ou vous avez une dépense qui est imprévue, puis, tu sais, nous consulter plus tôt, puis c'est... Tu sais, nous, on veut vous aiguiller puis vous dire où aller ou, tu sais... Parce que c'est pas automatique que tu vas dire « Ah, je te propose soit la proposition du consommateur ou la faillite. » Là, dans le fond, vous pourriez aussi faire... Je dirais, je vois ça, tu sais, je pense que tu pourrais essayer telle chose. Puis généralement, ils vont l'essayer, puis ça va fonctionner. Puis si ça fonctionne pas ou ça fonctionne pendant un petit bout de temps, ben on va les revoir plus tard ou ils vont nous rappeler pour des conseils là, si ils rencontrent encore la même problématique. Puis pour les entreprises, c'est important de consulter tout aussi parce qu'il y a des solutions de redressement qui sont prévues par la loi. Exemple, pour une entreprise, c'est possible de faire un avis d'intention, fait de cesser les recours jusqu'à temps qu'ils puissent proposer quelque chose à leurs créanciers. Puis, tu sais... Il faut répondre, idéalement. Oui, exact. Oui, pour répondre. Parce que, tu sais, on dit juste, parce que là, ça m'a fait penser, tu me dis aviser, tu sais, qu'on est en train de trouver une mesure, mais tu sais, souvent, je pense que la réaction des gens quand ça va pas bien, ça va être de se cacher un peu de ça, tu sais, de fermer les yeux puis de pas ouvrir les lettres puis tout ça en pensant que, ben de toute façon, j'ai pas de solution et tout, mais tu sais, je
pense que la première chose à faire, ça serait quand même de contacter le créancier pour lui expliquer la situation avant qu'il y ait un huissier, un ci, un ça, tu sais, qui soit engagé dans le dossier, là. Puis, tu sais, même si, tu sais, je veux dire, les banques, tu sais, ça semble des grandes institutions, mais tu sais, au final, les banques, il y a des directeurs de compte, puis c'est des humains, tu sais. Fait qu'ils vont toujours être prêts à négocier ou à discuter au moins avec des gens qui sont honnêtes. Tu sais, je veux dire, tout le monde peut avoir des problèmes financiers, mais tu sais, ça va être plus facile de négocier avec eux puis de trouver un arrangement si vous démontrez que vous êtes de bonne foi puis que vous allez un petit peu à l'avant du problème. Puis, tu sais, pour les entreprises aussi qui ont des fournisseurs ou qui ont des clients, c'est important de conserver des pièces justificatives dans les ventes, tu sais, des factures ou des preuves de dette, parce que s'il arrive un problème, ça va prendre ça pour prouver la réclamation au syndic. Puis aussi... Ceux qui sont les créanciers. Oui, pour les créanciers. Puis les liquidités de peu importe quelle entreprise ou, tu sais, même au niveau là, du personnel, c'est vraiment le nerf de la guerre. Fait un resserrement au niveau des recevables, tu sais, pas gêner d'appeler les clients quand les comptes sont à 30, à 60, à 90 jours, puis de pas les laisser se monter nécessairement là, des grosses factures, parce que ça, c'est le premier indicateur. Puis, tu sais, les gens, veulent pas, ils vont arrêter, tu sais, ils vont retarder le paiement de l'entreprise qui les appelle le moins un petit peu, tu sais. Fait que c'est important d'être quand même là, assidu au niveau de la collection des recevables. Puis, si une compagnie vous doit beaucoup d'argent, c'est possible de publier un lien au RDPRM ou une hypothèque ou des choses comme ça là, pour protéger la créance. Bien, merci, c'est vraiment plus clair. Même moi qui est dans le domaine financier, là, c'est vraiment pas un domaine que je suis habituée là, de parler, autre que justement de guider les clients dans le budget, ce qui est vraiment comme la base. Là, mais au-delà de ça, c'est pas à moi qu'il va falloir se référer. C'est vraiment plus une personne comme toi ou éventuellement quand tu seras syndic. Là, j'ai coupé ce cours, je sais que c'est plus le bon terme, mais bon, à place de m'enfarger dans le terme. Fait qu'actuellement, tantôt, on a parlé de réforme, justement, là, qu'on parlait de proposition du consommateur qui serait peut-être réadapté, formule entreprise. Y a-t-il des nouvelles réformes, tendances qui s'en viennent autres? Oui, ben en fait, la loi continue de mettre de l'avant la réhabilitation des débiteurs qui sont honnêtes mais malchanceux, ce qui est un terme qui est quand même utilisé là, dans la loi, justement. Donc, de plus en plus, il accorde le Bureau du surintendant des faillites une importance à l'éducation financière. Donc, là, il y a le programme des consultations qui a été refait et les gens, tu sais, maintenant, ils ont des exercices à faire, ils ont des capsules vidéo. Donc, dans le futur, je pense qu'on va voir encore beaucoup le caractère éducatif là, dans notre domaine. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de capsules vidéo sur ce milieu-là. C'est quelque chose que tu... Ça, éventuellement, ça s'en vient, oui. Puis, tu sais, maintenant, avec les technologies, c'est beaucoup plus facile de rencontrer les débiteurs. Donc, moi, je rencontre des gens par vidéoconférence là, presque tous les jours. Je rencontre des gens qui travaillent à l'extérieur ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, au niveau de la latitude puis de la disponibilité des syndics, c'est vraiment plus facile. OK. Puis, tu sais, aussi... De plus en plus, tu sais, on voit des fraudes du président ou des vols d'identité ou ces choses-là, tu sais, du piratage informatique. Fait que ça, justement, aussi, c'est quelque chose qu'on va voir davantage, tu sais, des gens qui ils se sont fait frauder leur carte de crédit puis que finalement, tu sais, c'était pas vraiment eux et tout. Fait que ça, je pense que l'industrie doit s'adapter à ça. Ça, encore là, tu sais, moi, malheureusement, je suis un peu malchanceuse dans ma vie des fois. Ça m'est arrivé souvent, là, une fraude de carte de crédit. Là. Je pense que toutes mes cartes de crédit, corpo, perso, se sont faites frauder. Mais j'ai jamais eu de problème. Tu sais, c'était pas des énormes montants, là, mais j'ai jamais eu de problème avec mon créancier, dans le fond, de faire annuler, justement, ce montant-là. Mais j'entends des histoires de personnes que des fois, sont pas capables puis ils doivent assumer la fraude. Là. Je pense que c'est surtout quand c'est des vols d'identité, quand c'est une carte qui est émise au nom de la personne puis qu'il n'y a aucune idée que cette carte-là existe, c'est plus difficile de dire que l'utilisation s'éloignait du comportement d'habitude. Okay. Puis, tu sais, il y a des cas, on voit ça souvent dans les médias, là, des fraudes du président que l'entreprise, tu sais, c'est un employé de l'entreprise qui a versé 500 000 $ à un fraudeur. Tu sais, cet argent-là, c'est difficile d'aller le récupérer. Ben oui, pour les entreprises, c'est vraiment... tu sais, fait que ça, tu sais, ce qu'on peut conseiller, c'est comme pour le piratage. Tu sais, maintenant, pour le piratage, il y a des assurances puis il y a des choses qui existent, là, mais tu sais, ça aussi, là, c'est quelque chose que de plus en plus, on va voir des dossiers qui sont causés par ça. Là. OK. Puis, est-ce que tu aurais pourrais-tu nous parler, sans nommer le nom des clients, évidemment, là. Mais as-tu des situations, en exemple, que tu pourrais nous donner, tu sais, que tu as vécu? Oui, bien, j'en ai une en particulier, puis je pense que ça illustre bien que la loi,
c'est vraiment comme un véhicule pour se restructurer, puis qu'il y a quelque chose qui vient après. C'était un homme dans la quarantaine, puis lui, il avait une compagnie de construction, puis la banque a décidé qu'elle tirait la plug, tu sais, qu'elle rappelait la marge et tout. C'était fini. Oui, c'était fini. Puis lui, dans le fond, tu sais, comme la plupart des entrepreneurs, il avait dû endosser ces prêts-là. Fait qu'il est venu nous consulter, on a fait le tour avec lui, puis on a fait une proposition, puisqu'il y avait plus que 250 000 là, à cause des endossements, entre autres. C'était une proposition concordataire qui a été refusée par les créanciers. Donc là, ça a été un petit peu, tu sais, je veux dire, c'est sûr, c'est toujours difficile, tu sais, là, il est tombé en faillite. Puis pendant sa faillite, il a commencé à travailler pour son fils, puis son fils venait d'acheter une compagnie. Fait que là, il s'est fait libérer, puis son fils lui a proposé d'acheter des actions. Puis finalement, la compagnie, là, elle a pris de l'expansion comme jamais. Tu sais, lui, il a pu utiliser l'expertise qu'il y avait dans la compagnie de construction. Puis maintenant, c'est un homme, là, qui, je veux dire, qui a quand même un très bon patrimoine, là. C'est un homme qui est devenu millionnaire. Fait que, tu sais, lui, il y a eu une bad luck, il s'est relevé de ça, puis tu sais, on en voit beaucoup. Là, en affaires, c'est sûr, ça doit quand même arriver c'est pas rare souvent, qu'on voit des gens que, tu sais, ils vivaient des situations difficiles à la maison, ou tu sais, le contexte de famille, ou tu sais, je veux dire, leur relation amoureuse ou des choses comme ça n'a pas fonctionné. Ils ont dû se séparer, ils ont eu une procédure d'insolvabilité, puis 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, là, ben, tu sais, ils sont heureux, puis ils ont refait leur patrimoine, puis tout, là, c'est vraiment pas rare. Oui. Ben, tu parlais de relations amoureuses, puis là, on rentre dans mon passé, mais c'est pas grave, ça doit être quelque chose qui doit arriver souvent, fait que je vais quand même en parler. Moi, j'avais eu, début vingtaine, j'avais sorti avec un gars, puis dans le fond, il m'avait fraudé, il avait vidé, rempli ma carte de crédit, il avait... En tout cas, toutes sortes de fraudes là, épouvantables que je t'ai rencontrées en dehors du podcast. Puis, tu sais, ça a été une bonne chose parce que c'est ça qui m'a donné le goût d'aller en finance parce que moi, j'ai tout pris mes comptes, dans le fond, que j'ai découvert qui étaient ouverts à mon nom. Puis, j'étais allée à la police et tout, mais ils ne pouvaient rien faire. Là, tu sais, j'avais 22 ans en plus, là, je commençais dans la vie. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée voir moi-même ma banque. Puis là, je me suis assise, puis là, ils m'ont fait un prêt. Puis j'ai tout remboursé. C'était genre 15 000 là, mais tu sais, 15 000 là, 22 ans. Plus que 10 ans, mettons. Puis à 22 ans, là, c'était vraiment gros. Là. Fait que puis là, j'ai travaillé comme une débile mentale en restauration. Là, c'était avant que je sois en finance. Puis j'ai remboursé ça, je pense, en l'intérieur d'un an. Là, mais je faisais plus rien, là. Je m'achetais plus rien, je voyageais pas, je faisais rien pantoute, là. Je suis même allée vivre en colocation avec d'autres personnes. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est sûr que moi, j'avais comme une facilité avec la finance, tu sais, déjà en partant. Mais tu sais, ça doit être des situations qui arrivent. C'est des situations qu'on voit beaucoup. Puis tu sais, je veux dire... Personne n'est à l'abri de ça, puis tu sais, même, tu sais, personne n'est à l'abri d'une séparation ou d'une maladie, ou, tu sais, ça l'arrive plus qu'on pense. Il ne faut pas hésiter, justement, là, à prendre action, puis comme tu dis, tu t'es assis avec ta banque, puis ils ont accepté de t'accommoder. Conciliation de dette. Tu sais, c'est ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être fait, là, quand tu prends le problème tôt, là. Ah, c'est ça. J'ai même le garage un moment donné qui m'a appelé pour me dire que c'était fou. Fait que, ben écoute... merci beaucoup. On pourrait peut-être finir avec, ça serait quoi les ressources, justement, là, puis les conseils? Ben, tu sais, c'est sûr de te contacter, mais, tu sais, on pourrait peut-être finir là-dessus, notre podcast. Tu sais, ça serait quoi les conseils que tu aurais à donner, les ressources aussi qui sont disponibles aussi, même si on a pas mal fait le tour, là, je pense. Oui. Ben, en fait, le site Internet, là, tous les syndics, quand même, là, mettent quand même beaucoup d'informations sur leur site Internet. Sinon, il y a le bureau du surintendant des faillites que, lui, il envoie vers des ressources. Quoi faire si quelqu'un nous doit de l'argent, si on doit de l'argent. Fait que ça, c'est quand même un site Internet qui est intéressant à consulter. Sinon, le gouvernement du Canada, chaque mois de novembre, organise un mois thématique sur la littératie financière. Fait qu'au cours du mois de novembre, là, il va y avoir plein d'initiatives là, partout au Canada, notamment sur ce site Internet-là, sur les réseaux sociaux là, du mois de la littératie financière. Puis, ils choisissent un thème, puis ils renseignent les Canadiens sur ça. Fait que ça, généralement, là, c'est super bien fait, c'est très informatif, puis tout, là, fait que je recommande vraiment aux gens de le consulter. OK, super. Puis sinon, ben, on va mettre tes informations dans le bas des... Là, ça dépend si vous l'écoutez sur YouTube ou sur Spotify ou peu importe, là, mais on va mettre tes informations s'il y a des gens qui veulent communiquer avec toi. Puis après ça, toi, tu vas pouvoir les diriger en fonction de leurs besoins à ce moment-là. Ça va nous faire plaisir. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode.
Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!